Bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer le webinaire Cancer et sexualité féminine. Merci d'être présent ce midi pour le webinaire que nous organisons. Je me présente Lisa Falquero, je suis chargée de mission à Onco Normandie sur les soins oncologiques de support et le lien ville-hôpital. Et avec le groupe de travail régional Cancer et sexualité, nous vous proposons ce midi un webinaire dédié au cancer et à la sexualité féminine. Pour rappel, ce webinaire est enregistré et il sera accessible sur notre page YouTube en streaming sur la page Onco Normandie. Pour information, les micros et les caméras sont coupés. N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation Teams. Nous y reviendrons lors d'un temps d'échange après les différentes interventions. Lors de ce webinaire, nous aborderons les effets physiques du cancer et des traitements sur la sexualité féminine et également les accompagnements existants pour atténuer les effets délétères. Ces thématiques seront explorées à travers trois cas cliniques qui seront proposés ce midi. Il y aura un cas sur le cancer du sein et sexualité présenté par le professeur Raphaël Fauvé, gynécologue obstétricien au CHU de Caen. Il y aura également un cas concernant la maladie de Hodgkin présenté par le docteur Marie-Laure Fontoura, médecin hématologue au centre Henri Becquerel. Et un dernier cas concernant le cancer de l'utérus présenté par Audrey Gaulle, qui est infirmière sexologue et stomathérapeute au centre François Baclès. Pour rendre pour rendre ce webinaire participative, nous utiliserons l'outil numérique qui s'appelle AA Slide. Cela nous permettra de mieux cibler les points nécessitant un approfondissement particulier concernant cette thématique. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un outil interactif en ligne qui vous permettra de répondre à des questions en direct pendant le webinaire. Je vous invite donc à flasher le QR code avec votre smartphone si vous êtes avec votre téléphone ou de répondre directement en cliquant sur Add Slide dans la barre de tâches qui est sur Teams. Vous pouvez aller dans Autres, cliquer sur Add Slide et vous pourrez répondre directement aux questions via votre ordinateur. Avant de laisser la parole à Raphaël, on va faire un petit test pour voir que tout fonctionne bien correctement. Je vous laisse le temps de répondre au sondage. Et comme ça, par la suite, on pourra commencer. Je vois qu'il y a 9 participants, il y a 8 réponses, donc ça a l'air de bien fonctionner. Euh, Au total, nous sommes une quinzaine de connectés, donc n'hésitez pas à participer avec le lien qui est présent. On laissera sur le côté le QR code durant la présentation. Comme ça, si jamais vous perdez le lien, vous aurez juste à flasher le QR code pour reprendre le fil de la discussion. Je vais maintenant laisser la parole du coup à Raphaël Fauvé concernant le cas clinique sur le cancer du sein et la sexualité. Merci Lisa. Bonjour à tous. Je vais vous présenter ce cas clinique. C'est celui d'une patiente de 48 ans qui a été traitée pour un cancer du sein gauche qui présentait des récepteurs aux hormones, qui était HER2 négatif et qui a eu un traitement après en premier par chirurgie, puis après par chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie, et qui est actuellement sous tamoxifène. La patiente se plaint de troubles de la sexualité et ses principaux symptômes sont une baisse de la libido, une sécheresse vaginale et une image corporelle altérée. Donc, il y a un impact relationnel important avec une détresse émotionnelle. Donc, la première question, quels peuvent être les facteurs qui contribuent aux troubles sexuels? Est-ce que le tamoxifène peut contribuer aux troubles sexuels? La fatigue chronique post-cancer, la dépression sous-jacente, la chimiothérapie antérieure et les antécédents de troubles sexuels? Je vous laisse répondre. Il peut y avoir bien sûr plusieurs réponses.
Donc, j'attends encore un petit peu que tout le monde puisse répondre. Donc, en majorité, vous avez répondu la fatigue chronique post-cancer. Effectivement, hein, la fatigue chronique post-cancer est un facteur qui contribue aux troubles sexuels. La dépression sous-jacente, bien sûr, hein, également, ça contribue. Le tamoxifène contribue également, hein, parce qu'il y a un effet anti-œstrogène au niveau de la muqueuse vaginale. Ça entraîne des dyspareunies par sécheresse vaginale. Et puis la chimiothérapie antérieure également. Et bien sûr que si la patiente a déjà des antécédents de troubles sexuels, bah, c'est sûr que les traitements par chimiothérapie et tamoxifène ne vont rien arranger à ces troubles antérieurs. On va passer à la question suivante. Alors, sur la question, quelle est la prise en charge adaptée pour cette patiente? Donc, on va lui proposer une consultation en sexologie, un arrêt du tamoxifène. On peut lui proposer des lubrifiants, des hydratants vaginaux. On peut lui proposer un soutien psychothérapeutique. Ou, on peut proposer aussi un dialogue avec le partenaire. Donc, pareil, plusieurs réponses possibles. Eh ben, c'est parfait. Donc, effectivement, il ne faut surtout pas arrêter le tamoxifène, hein. Le tamoxifène, il est essentiel dans le traitement d'un cancer avec la présence de récepteurs hormonaux. Donc, la patiente est sous tamoxifène parce qu'elle n'est pas ménopausée. C'est pour ça qu'elle a ce traitement-là. Donc, il ne faut surtout pas l'arrêter. On peut effectivement tout lui proposer parmi les propositions. Donc, la consultation en sexologie, les lubrifiants hydratants vaginaux qui peuvent aider, hein, parce que l'effet du tamoxifène, ça va être quand même beaucoup sur la sécheresse vaginale. Donc, tout ce qui est lubrifiant et hydratants vaginaux, ça fonctionne. Un soutien psychothérapeutique, c'est avec l'altération, bien sûr, de l'image corporelle qu'elle a, et c'est important. Et bien sûr, il faut absolument engager le dialogue avec le partenaire, qui est essentiel dans la relation de couple et dans la prise en charge en oncosexualité. Alors, qu'est-ce qui relève de l'oncosexualité? L'impact des traitements, la place du partenaire, la rééducation périnéale systématique, l'image corporelle et les freins professionnels à aborder le sujet. Je vous laisse répondre. Pareil, toujours plusieurs réponses possibles. Donc, vous avez répondu en majorité l'image corporelle et la place du partenaire, hein, c'est effectivement essentiel. Bon, cette patiente, elle a eu une tumorectomie, mais elle aurait très bien pu avoir aussi une mastectomie où l'image corporelle va être encore plus impactée et, la réaction du partenaire va être aussi plus impactée. Donc, c'est vraiment deux éléments qui sont essentiels et qu'il faut aborder en oncosexualité. L'impact des traitements, bien sûr, hein, il faut expliquer aux patientes, bah, quand on prescrit les traitements, quels peuvent être les impacts, et au niveau de l'oncosexualité, leur expliquer quels peuvent être les impacts de ces traitements. Euh, les freins professionnels à aborder le sujet, bah, effectivement, hein, il y a quand même beaucoup de freins à aborder la sexualité par les professionnels de santé. Donc, on va voir après, souvent par peut-être manque de formation ou manque de temps. Et par contre, la rééducation périnéale systématique, ça ne relève pas de l'oncosexualité. On peut faire de la rééducation périnéale dans le cadre de l'oncosexualité pour améliorer effectivement les symptômes, mais jamais en systématique et jamais généralement en première intention. Donc, concernant la démarche d'oncosexualité,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il peut y avoir des thérapies de couple, des éducations thérapeutiques, des traitements hormonaux local systématiques, des groupes de parole, une approche multidisciplinaire? Donc, toujours plusieurs réponses possibles. Alors, vous avez tous répondu au niveau de la thérapie de couple, l'éducation thérapeutique, groupe de parole, approche multidisciplinaire. Et effectivement, la démarche d'oncosexualité peut faire appel à tout cela, hein, que ce soit donc une approche multidisciplinaire parce qu'on va s'aider des oncologues, des gynécologues, des sexologues, donc on a vu des psychologues et des kinés, par exemple. Il peut y avoir aussi des infirmières de pratique avancée également qui peuvent intervenir. Donc, c'est vraiment une approche multidisciplinaire. Les groupes de parole de patientes, ça peut être aussi rentrer dans la démarche d'oncosexualité peut être une aide également. L'éducation thérapeutique, qui est essentielle, bien expliquer aux patients, que la patiente soit maître aussi de son traitement. Et puis les thérapies de couple, c'est vraiment important quand il y a cette altération de l'image corporelle vis-à-vis du partenaire et aussi quand il y avait déjà en plus des antécédents de troubles sexuels auparavant. Alors, quels sont les freins à l'abord de la sexualité en oncologie? Manque de temps en consultation, peur d'indisposer le patient, absence de formation spécifique, problème de remboursement et sentiment d'impuissance thérapeutique. Alors, j'ai juste oublié de vous répondre pour la question précédente sur le traitement hormonal local systématique. Non, il ne faut surtout pas en faire puisque la patiente a un cancer du sein hormonodépendant. Et donc, il faut la prescription d'œstrogène, même par voie intravaginale, est normalement contre-indiquée. Donc, on va réserver ce traitement en cas d'échec de toutes les autres méthodes et en ayant bien sûr informé la patiente de la balance bénéfice-risque. Et on va vraiment le faire qu'en dernier recours et devant une dyspareunie qui est vraiment très invalidante. Voilà, c'était pour revenir à la précédente question où j'ai pas oublié de faire le commentaire sur le traitement hormonal local. Donc, c'était une réponse fausse. Donc, les freins à l'abord de la sexualité. Donc, le manque de temps en consultation, hein, ça, c'est vraiment le frein qui revient beaucoup au niveau des professionnels d'oncologie parce que ça prend du temps de parler de sexualité. Et donc, ça ne peut pas être des consultations. On va déjà expliquer le plan thérapeutique à la patiente, les traitements, les effets secondaires des traitements. Et après, aborder la sexualité, ça va rajouter 40 minutes à la consultation. Donc, c'est vrai que le faire sur des consultations dédiées, cela semble plus approprié. Il y a effectivement une peur d'indisposer le patient. La patiente, quand vous la voyez pour la première fois et que vous abordez d'emblée le sujet de la sexualité, ça peut être assez mal ressenti par aussi bien le professionnel que la patiente. Donc, souvent, il faut déjà un peu plus connaître la patiente, à moins que la patiente, bien sûr, vienne à une consultation spécifique d'oncosexualité. Mais si c'est une consultation d'oncologie ou de gynécologie, si c'est avec, par exemple, le chirurgien, un gynécologue, c'est rarement à la première consultation qu'on va aborder la sexualité. L'absence de formation spécifique, oui. Alors, bien sûr qu'il existe quand même des formations en oncosexo. Il y a le DU, il y a un DU d'oncosexo. Il y a un diplôme universitaire aussi de sexologie. Mais il y a encore quand même peu de professionnels formés. Et ça peut effectivement être un frein pour aborder cela en consultation. Le problème de remboursement, ce sont des consultations qui sont remboursées. Et le sentiment d'impuissance thérapeutique, bien, ça va avec le manque de formation hein,
le fait que les médecins disent, bah oui, vous avez des problèmes, mais en fait, on ne sait pas quoi vous proposer. Donc, c'était aussi c'était une bonne réponse, hein. S'il y a une erreur, c'est une bonne réponse à la dernière. Au niveau de l'approche oncosexuelle, donc, quel va être le but? Ça va être restaurer une fonction sexuelle satisfaisante, favoriser le bien-être et l'intimité, obtenir une reprise rapide des rapports sexuels, inclure le partenaire dans la prise en charge ou adapter les traitements oncologiques au cas par cas. Donc, plusieurs réponses possibles. Donc, le but de l'approche oncosexuelle, c'est effectivement de restaurer une fonction sexuelle satisfaisante et bien sûr en favorisant le bien-être et l'intimité. Donc, il faut, comme j'ai dit, inclure le partenaire dans la prise en charge, c'est essentiel. Il faut adapter les traitements oncologiques au cas par cas, hein. Donc, il faut écouter les patientes, voir s'il y a des changements thérapeutiques qui peuvent être effectués pour améliorer les symptômes, diminuer les plaintes. Et par contre, le but n'est pas d'obtenir une reprise rapide des rapports sexuels, hein, mais c'est vraiment de restaurer ce qu'on appelle une fonction sexuelle satisfaisante. Alors, un petit mot sur les traitements de la dyspareunie profonde en cas de cancer du sein, donc associé à une hormonothérapie. Donc, il y a des traitements qui existent. Donc, le laser, concernant le laser vaginal, il effectue une photothermolyse fractionnée du tissu vaginal. C'est une alternative non hormonale chez les patientes présentant des récepteurs hormonopositifs. Il y a une efficacité prouvée par des études randomisées à large échelle. Plusieurs séances sont nécessaires et il est recommandé en première intention par les sociétés savantes. Je vous laisse répondre. Donc, le laser vaginal, alors, il y a plusieurs types de laser vaginal. Vous avez des lasers par photomodulation, vous avez des lasers aussi par CO2. Donc, effectivement, il peut entraîner une photothermolyse fractionnée du tissu vaginal, c'est une réponse vraie. Et c'est donc une alternative non hormonale chez les patientes qui ont des récepteurs hormonopositifs. C'est comme je vous l'ai dit précédemment, chez une patiente qui a des récepteurs hormonopositifs, les traitements locaux par œstrogène sont contre-indiqués. Il nécessite effectivement plusieurs séances. Donc, en général, on fait 3 séances, chacune espacée de 4 à 6 semaines, et on fait une 4e séance 1 an plus tard. Il n'est pas recommandé en première intention par les sociétés savantes parce qu'il n'y a pas d'études randomisées à large échelle qui ont validé son efficacité. Il faut savoir que son efficacité, il y a des études qui montrent que c'est efficace, mais pas du tout d'études randomisées ou à large échelle. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas recommandé et il n'y a pas non plus de codage, hein, donc il ne peut pas être remboursé parce qu'il n'y a pas de codage sur ce laser. Donc, on ne peut pas coder un laser traitement de lésions du vagin pour ces patientes.
quelles sont les autres approches de la dyspareunie post-cancer? Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser à part donc le laser? On a vu qu'on ne faisait pas en première intention. Donc, en première intention, sur une dyspareunie, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Les lubrifiants à base d'eau ou de silicone, les oestrogènes locaux systématiques sans surveillance, la physiothérapie pelvienne, la psychothérapie, sexothérapie et l'ospémifène, qui est actuellement non commercialisé en France, à ma connaissance. Donc, en première intention, dans la dyspareunie post-cancer, il faut utiliser des traitements non hormonaux. Même chez les patientes qui sont RH-, parce que les patientes qui ont des récepteurs hormonaux négatifs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun récepteur hormonaux présent. Ça veut dire qu'il y a moins de 10% de récepteurs hormonaux positifs. Et c'est pour ça qu'elles sont classées dans les récepteurs hormonaux négatifs. Il peut quand même y en avoir. Donc, même chez les patientes qui sont RH-, on a l'habitude de contre-indiquer aussi les traitements hormonaux. Donc, chez les patientes, on propose des lubrifiants à base d'eau ou de silicone. On peut proposer également de la physiothérapie pelvienne, de la psychothérapie et de la sexothérapie. Et bien sûr, donc pas les oestrogènes locaux et pas l'ospémifène, qui est un modulateur des oestrogènes et qui est utilisé dans le syndrome génito-urinaire de la ménopause et qui a des études ont montré une bonne efficacité sur la sécheresse vaginale. Donc, ce médicament, à ma connaissance, n'est pas encore commercialisé en France, mais il est de toute façon contre-indiqué puisque c'est un traitement hormonal. Voilà, donc c'était ma dernière diapositive et je laisse la parole à ma collègue pour le cancer de l'utérus. Et je reste bien sûr après disponible pour répondre à vos questions à la fin des présentations. T'as pas mis ton micro, Audrey, je crois. Oui, pardon. Bonjour, je suis Audrey, infirmière stomathérapeute et infirmière en oncosexualité au centre François Baclès. Je vais vous présenter un cas clinique sur le cancer du col de l'utérus. Donc, Madame X, 59 ans, en concubinage, sans enfant, retraitée, amis et famille présentes. C'est une patiente qui est ménopausée, qui a été traitée pour un carcinome épidermoïde du col de l'utérus avec atteinte ganglionnaire. Elle a eu comme traitement radio-chimiothérapie concomitante, suivie d'une curithérapie utérovaginale de clôture. Elle a repris sa sexualité avec pénétration 1 mois après la fin de la curithérapie. Sa plainte principale, ce sont des troubles de la sexualité avec comme symptômes une baisse de libido, une sécheresse vaginale, une sensation de vagin rétréci, une douleur à la pénétration, une incapacité à atteindre l'orgasme et une peur de ne plus satisfaire son partenaire. Donc, en première question, quels sont les facteurs contribuant à l'atteinte de la santé sexuelle post-cancer? La ménopause, le cancer lui-même, les séquelles de la chimiothérapie, les séquelles de la radiocurie-thérapie, l'impact psychologique lors de la reprise d'une vie après cancer. Donc, les facteurs qui contribuent à l'atteinte de la santé sexuelle post-cancer,
Principalement le cancer lui-même, c'est un des facteurs prédisposants. Effectivement, hein, le cancer, il porte atteinte à la sécurité, à la vie. Tout de suite, on a le risque de mort qui s'impose aux patients. C'est un automatisme un peu de survie, hein, que le corps et le psychisme se mettent à prioriser la santé et les traitements et passe la sexualité au second plan, du fait que la sexualité ne fait pas partie des besoins vitaux pour le corps. Donc, à l'annonce du cancer, peu importe quel type de cancer, finalement, il y a une atteinte à la santé sexuelle. Les séquelles des traitements, hein, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie, curithérapie, même en cas de chirurgie, effectivement, ça a un impact sur la santé sexuelle. La chimiothérapie, enfin d'ailleurs de tous les traitements, vont avoir un impact au niveau de la fatigue, un impact au niveau du sommeil, ça peut réveiller des douleurs, parfois on peut avoir la nausée. Donc c'est vrai que on n'a pas un état général prédisposant à une santé sexuelle épanouie. Et en plus de ça, la radiothérapie et la curithérapie, qui sont ciblées dans ce cas au niveau du col de l'utérus, vont avoir un impact non négligeable du fait que les rayons vont provoquer une atrophie vulvo-vaginale, ça peut provoquer un rétrécissement du vagin, un raccourcissement du vagin aussi quand il y a eu une chirurgie. Ça peut induire une sécheresse et tout ça, c'est des symptômes qui impactent directement la sexualité euh, après les traitements. Peut y avoir également, effectivement, un impact psychologique, hein. C'est l'annonce du cancer, les traitements, c'est une crise événementielle dans la vie des patients, où ils prennent conscience de la vie, mais aussi de la mort, hein. On n'est plus sur une notion de la mort où on se dit on va mourir quand on sera vieux. C'est là peut-être que si on soigne pas, ça peut arriver plus vite que prévu. Et tout ça, c'est des questions qui portent atteinte à la santé sexuelle, le quotidien qui devient très médicalisé. C'est vrai que quand on est réglé par les rendez-vous, par les examens, par les traitements, et post-cancer, quand on en arrive à une simple surveillance, c'est aussi très déstabilisant et anxiogène, avec le peur de récidive. Et en fait, tout ça, c'est des symptômes qui vont impacter psychologiquement la santé sexuelle parce que de fait, on n'aura pas l'esprit léger, libéré, on sera plutôt stressé, angoissé. Et ça, c'est des choses qui impactent directement la sexualité. Et je me permets, j'ai juste pas mis la ménopause en bonne réponse, tout simplement parce que la patiente était déjà ménopausée avant l'annonce du cancer. Donc, ça peut être un facteur impactant la sexualité, mais pas induite par le cancer. Quelle prise en charge adaptée? L'arrêt de la sexualité, car les rapports ont été repris trop tôt, une thérapie de couple, expliquer les symptômes, ou une consultation en oncosexualité. Donc effectivement, vous avez, tous raison. La prise en charge adaptée, n'est pas absolument d'arrêter la sexualité, les rapports n'ont pas été repris trop tôt. Généralement, on conseille à 1 mois, de la fin de curithérapie.
En fait, la sexualité, une fois qu'on a eu l'accord médical, du chirurgien, du radiothérapeute, on peut reprendre la sexualité. L'idée est en fait de la reprendre quand, on le sent, quand on en a envie. Ne pas forcer le corps ni l'esprit parce qu'il faut, c'est vraiment, aller, au rythme de la patiente. En priorité, dans la prise en charge, ça va être important d'expliquer les symptômes. Pour expliquer les symptômes, il faut déjà expliquer aussi comment, le corps fonctionne, avant la maladie, hors traitement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes, qui n'ont pas, conscience de comment fonctionne, la sexualité, de comment fonctionne la libido avec les libérations, hormonales, avec les cycles et c'est vrai que, sans expliquer comment ça fonctionne, hors cancer, bah, après leur expliquer avec les symptômes, c'est difficile. Expliquer un symptôme, pour comparer comment ça fonctionnait avant et comment ça fonctionne maintenant, c'est beaucoup plus simple, à en faire prendre conscience. Effectivement, les répercussions, des traitements, ils ont un impact, sur beaucoup de choses, hein, sur la libido, mais ça va être aussi, sur la lubrification, vaginale, sur la ballonisation vaginale. Je parlais tout à l'heure d'atrophie, ce qui peut aussi provoquer, bah, voilà, avec la sécheresse, des douleurs à la pénétration. Donc, c'est vrai qu'expliquer, tous les symptômes, et quel est l'impact des traitements, ça permet déjà aux patientes bah, de comprendre pourquoi elles ont ça aujourd'hui. Ça permet de légitimer les symptômes, de les déculpabiliser. J'ai pas mal de patientes en consultation, qui me disent: «Ah d'accord, c'est pas dans ma tête». Non, c'est pas dans la tête, c'est, la répercussion des traitements. On va essayer de faire quelque chose, mais déjà d'en prendre conscience, c'est très important. Ça permet de rassurer et bah, qu'elles se sentent écoutées également. La prise en charge du symptôme, elle va être physique et psychologique. C'est aussi pour ça que, une consultation en oncosexualité va être très importante pour proposer une prise en charge globale. Effectivement, on va essayer de traiter le symptôme, mais on va essayer aussi d'accompagner ces patientes, pour, favoriser, une bonne reprise de la sexualité. Donc ça va être aussi, inciter la communication dans le couple. C'est hyper important d'avoir une bonne communication pour que le partenaire, il puisse comprendre les symptômes, et qu'il puisse aussi, s'adapter, parce que des fois, bah, le partenaire, tout simplement, va retrouver un blocage aussi, par peur de faire mal, par peur de brusquer. Finalement, en fait, la communication dans le couple, c'est, dire les choses, dire ce qu'on ressent, et physiquement et émotionnellement pour éviter les malentendus, et les non-dits. Et ça fait partie des choses qu'on peut aborder en consultation, d'oncosexualité, heu qui vont permettre, bah, une reprise, des rapports, plus facilement. Et après on peut effectivement proposer, une thérapie de couple, bah, justement pour que, le partenaire puisse avoir aussi, l'explication, bah, des modifications de la sexualité, chez cette patiente. Donc quel traitement peut-on proposer? Kiné de rééducation périnéale, œstrogènes locaux, utilisation de dilatateurs vaginaux, hydratants, lubrifiants. Donc toutes les réponses étaient bonnes. Effectivement, le 1er traitement qu'on va pouvoir, proposer, ça va être les traitements hydratants et lubrifiants. Alors bien faire une différence entre les traitements hydratants et lubrifiants, parce qu'il y a pas mal de patientes, qui ont finalement été, chez le pharmacien, pour avoir un traitement hydratant et l'utilisent comme un lubrifiant et finalement ça a pas vraiment la même fonctionnalité.
faut vraiment expliquer aux patientes que les traitements hydratants, ça va être à utiliser dans le quotidien pour redonner une souplesse et une élasticité à la muqueuse. Moi, je leur dis souvent, bah voilà, on sort de la douche, on s'hydrate les jambes, les bras, et ben en fait là, ça va être l'idée, ça va être s'hydrater les muqueuses pour que effectivement, de manière quotidienne ou hebdomadaire, elles puissent retrouver une élasticité. Donc souvent à base d'eau et d'acide hyaluronique dans un premier temps. Et si effectivement on se rend compte que c'est pas assez efficace, on peut passer aux œstrogènes locaux qui peuvent vraiment aider au niveau de l'élasticité, de la souplesse de la muqueuse en cas de sécheresse. Donc, comme on disait précédemment, par contre, les œstrogènes locaux, attention, contre-indiqués en cas de cancer hormonaux dépendant, notamment cancer du sein. Différence entre hydratant et lubrifiant. Voilà, bien préciser aussi aux patientes que la lubrification, c'est au moment du rapport intime. Alors oui, il peut y avoir des lubrifiants qui sont à base d'acide hyaluronique et qui vont aider aussi à l'hydratation, mais l'idée, c'est que le lubrifiant, il va aider lors de la sexualité, à la pénétration, au toucher, aux caresses pour que ce soit plus agréable et favoriser l'accès au plaisir, mais l'hydratant va vraiment être là de manière quotidien pour apporter une hydratation longue durée. On peut également proposer la kiné de rééducation périnéale. Effectivement, la kiné, elle va permettre de reprendre conscience ou d'en prendre conscience tout simplement du périnée, de savoir le maîtriser et ainsi de pouvoir le contrôler pendant la sexualité, le contracter et le décontracter à bon escient et pas simplement par une contraction réflexe qu'on ne contrôle pas du tout et qui peut provoquer des douleurs à la pénétration. On peut aussi proposer les dilatateurs vaginaux, surtout quand il y a eu de la curithérapie. Effectivement, la curithérapie, elle va vraiment provoquer une atrophie vulvaire, elle va vulvo-vaginale, elle va vraiment provoquer un rétrécissement de la muqueuse vaginale. Et le fait d'utiliser des dilatateurs, donc qui existent en plusieurs tailles, ça va vraiment permettre aux patientes de retrouver un diamètre du vagin permettant la pénétration et ça va aussi prévenir justement la sténose vaginale. Donc après, c'est des traitements qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, qui ont quand même un certain coût. Je dirais que c'est environ 70 euros les dilatateurs. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi se le permettre, mais c'est des traitements qui ont vraiment une utilité pour limiter et éviter la sténose. Moi, je dis souvent aussi que c'est une alternative aussi aux patientes pour reprendre confiance dans leur corps, conscience de leur corps. Et en fait, c'est un moment en toute intimité qu'elles vont passer elles toutes seules et pour qu'elles puissent se réapproprier leur sexualité, leur intimité. Et des fois, ça peut aider aussi à reprendre avec le partenaire en ayant davantage confiance en l'autre. Quelle orientation en soins oncologiques de support proposer? Psycho-oncologie, oncosexualité, réflexologie, équipe douleur, autres. Alors, en soins oncologiques de support, qu'est-ce qu'on peut proposer? Effectivement, la psycho-oncologie, ça va aussi avec l'oncosexualité. Ce que je vous disais tout à l'heure, la prise en charge de la santé sexuelle post-cancer, elle se fait vraiment sur une prise en charge globale. On ne va pas traiter que le symptôme, mais aussi les répercussions psychologiques qui en découlent. Et c'est vrai que dans la santé sexuelle, il y a une grosse part psychologique d'acceptation, d'évolution
post-cancer, de reprise conscience du corps et de passer de l'avant à l'après avec les modifications corporelles et psychologiques que ça a eu. Donc psycho-oncologie, oncosexualité vraiment en priorité. Réflexologie, pas nécessairement, mais par contre, on peut éventuellement proposer de la sophrologie, de la relaxation. Et en fait, tout ça, ça va être des techniques alternatives qui vont permettre aux patients de réussir à maîtriser un peu leur stress, à essayer de se détendre. Quand on a des douleurs type dyspareunie, bah, c'est vrai qu'on a tendance à aussi, quand on a déjà eu une douleur à la pénétration, bah, à anticiper la douleur. Et c'est vrai que les soins de support qui peuvent permettre de se détendre et d'apprendre à se détendre en toute autonomie, ça peut vraiment aider sur les dyspareunies. L'équipe douleur, je vais vraiment y revenir en dernier recours, hein, quand les douleurs vont être pas forcément type dyspareunie, mais peuvent être dans certaines positions selon les chirurgies qu'il y a eu. Quand il y a une atteinte ganglionnaire, parfois il peut y avoir d'autres douleurs qui en découlent et qui se réveillent lors de la sexualité. Donc pourquoi pas orienter l'équipe douleur. Et après, autre, ça peut dépendre des soins de support que chaque établissement peut proposer. Nous, par exemple, au centre François Baclès, on peut proposer de l'auriculothérapie qui peut parfois agir sur certaines douleurs, sur certaines bouffées de chaleur. Donc, c'est vrai que selon les soins de support que vous avez à disposition, pas mal d'aides peuvent être possibles et apporter du bénéfice pour la santé sexuelle. En résumé, quel parcours proposer à la patiente qui se plaint de troubles de la sexualité après cancer? J'évite le sujet, j'écoute la plainte, je propose un traitement local. J'écoute, j'explique les symptômes, je propose de revoir son gynécologue. J'écoute, j'informe sur les séquelles, j'explique les symptômes, je propose une approche, on n'a pas la fin, en oncosexualité. Donc évidemment, on n'évite pas le sujet. J'ai pas mal de professionnels qui me demandent: «Ah mais moi je suis démunie, je sais jamais quoi répondre, ça me met mal à l'aise, je j'ai tendance à être fuyant». Non, en fait, c'est pas, une tare de ne pas s'y connaître sur le sujet et au contraire, en fait, les patients, ils ont bien conscience, qu'on ne peut pas tout connaître. L'important, c'est, d'écouter, la plainte et de réorienter, en cas de besoin. Donc ne pas éviter le sujet parce que sinon le patient il sera plus, en confiance, avec, l'équipe professionnelle et il osera plus, lui, aborder le sujet alors que ça a un vrai impact sur sa qualité de vie. Donc effectivement, on écoute la plainte, surtout on explique les symptômes. C'est hyper important que les patientes, elles puissent comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur corps. On les informe sur les séquelles possibles pour pouvoir, leur proposer, un traitement, local, une approche aussi psychologique et en fait, tout simplement, bah, proposer, une prise en charge pluriprofessionnelle, selon les besoins de la patiente. Vraiment, ce qui en revient de toutes mes consultations, c'est que beaucoup de patientes, ne savent pas pourquoi elles ont ces symptômes-là. Elles ont, besoin de comprendre, besoin de savoir, ce qui leur arrive et en fait, d'apprendre à redécouvrir, leur corps, leur nouveau corps et justement, bah, de se l'approprier. Donc, on écoute, on explique, les symptômes et les séquelles. On propose, des traitements, si possible et on essaie d'avoir, une approche vraiment, globale, de la patiente et du couple, si la patiente souhaite, qu'on rencontre le partenaire.
Donc, j'en ai fini pour mon cas clinique, tout comme ma collègue tout à l'heure. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup. Donc, bonjour, moi je suis Marie-Laure Fontoura, je suis médecin au centre Henri Becquerel à Rouen. Et en fait, je m'occupe je m'occupe de l'hématologie en hôpital de jour. Et je vais vous proposer de discuter d'un sujet de patients en fait d'oncosexualité dans le cadre de cancers qui n'ont pas un tropisme sur la sphère sexuelle, ça nous semblait important, et aussi de pouvoir parler d'oncosexualité à tout âge, aussi bien chez des jeunes gens que chez les patients plus âgés. Là, on va prendre le cas de jeunes gens, pour pouvoir également parler de fertilité, parce que la fertilité ou l'absence, enfin le problème avec les traitements qui peuvent avoir un impact sur la fertilité peut impacter la sexualité et peut provoquer des troubles sexuels. Donc, le cas clinique, Élise a 20 ans, elle est actuellement en école de commerce et en couple depuis quelques mois. Elle n'a aucun antécédent particulier, elle consulte en hématologie car elle présente des ganglions importants et multiples au niveau cervical. Et donc, suite à la biopsie, va être diagnostiquée une maladie de Hodgkin stade 2 grand B petit a, avec une proposition d'un traitement par Brecad. C'est un traitement qu'on fait toutes les 3 semaines et qu'on peut réduire après un PET scan du fait justement de la fertilité. On va en parler après. Donc avant toute chimiothérapie, avant toute chimiothérapie, est-ce qu'il faut une contraception pendant et après la chimiothérapie? C'était une proposition aussi, mais voilà. Une proposition d'une consultation sécos pour préservation de la fertilité. Une proposition d'une consultation avec un gynécologue pour contraception efficace uniquement pendant la chimiothérapie. Alors effectivement, faut qu'on propose à la patiente une consultation au sécos afin, d'avoir un bilan, sur, sa fertilité. Elle aura un bilan hormonal et une échographie et bien sûr, l'impact sur la fertilité va dépendre de la chimiothérapie utilisée, des produits utilisés, de leur fréquence, et c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, maintenant, en fait, pour les maladies de Hodgkin qui impactent souvent les jeunes patients, on peut réduire, la chimiothérapie, on peut diminuer en fait l'impact en diminuant les effets secondaires quels qu'ils soient, parce qu'il y a aussi des effets secondaires pulmonaires, par exemple, ou cardiaques. Donc oui, c'est important d'adresser les patientes au sécos, en leur expliquant également avant la consultation pour qu'il n'y ait pas d'appréhension. Et puis, par rapport à la contraception, effectivement, il faut une contraception efficace pendant la chimiothérapie et après la chimiothérapie, c'est important. Si la patiente vient avec sa contraception, c'est très bien. Sinon, effectivement, elle verra un gynécologue ou son médecin traitant pour pouvoir lui prescrire ce traitement. Et si elle n'a pas de compagnon, il faudra également effectivement parler de la contraception si elle a des rencontres, et la contraception avec le préservatif également. Par rapport à la chimiothérapie, on dit pendant la chimiothérapie, donc une contraception efficace, et après, et ça avec certaines molécules, on dit 1 an après, et certaines autres molécules 2 ans après, donc c'est vraiment au cas par cas. Et il y a en fait il y a un descriptif sur AFSOS, qui est l'association des soins de support, française des soins de support, où il y a tout un diaporama, enfin des conduites à tenir, des référentiels sur cancer et fertilité. Et vous avez par exemple certaines molécules qui montrent un impact très important au niveau de la fertilité et d'autres moins. On va passer à la deuxième question. La patiente est en couple et se pose des questions sur les relations avec son partenaire. Donc, petit a, c'est une pathologie hémato, donc pas de cible sexuelle, donc pas de problème. B, les chimiothérapies et les traitements associés peuvent avoir un effet sur la lubrification vaginale. Les lubrifiants peuvent être proposés sans problème. C, il est important de discuter de santé sexuelle avec cette patiente et son couple avant l'instauration des traitements. D, la patiente est jeune, elle n'aura donc pas de problème.
Il existe des dispositifs dédiés aux jeunes patients permettant d'adapter les informations en fonction de l'âge et de la demande. F, aucun rapprochement physique ne sera autorisé du fait du risque de neutropénie post-chimio. Donc, on va voir les réponses. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé de cancer, effectivement, de la sphère pelvienne et des cancers du sein. Donc, on peut être plus à même ou plus à se dire qu'il faut parler de santé sexuelle chez ces patientes, mais effectivement, tous les traitements et déjà l'impact du diagnostic de cancer sur une patiente peut influer sur la santé sexuelle. Donc, il est important, quel que soit le cancer, effectivement, la topographie du cancer, de discuter de santé sexuelle, d'informer en tout cas sur l'impact de la chimiothérapie. Les traitements, effectivement, on peut utiliser des lubrifiants chez ces patientes, même les patientes jeunes. En fait, le tout, c'est d'en discuter avec elles et de savoir ce dont elles ont besoin. Et puis, on peut aussi utiliser en fonction des traitements locaux hormonaux, mais ça, c'est vraiment en fonction des antécédents et à discuter avec nos collègues gynécos. Donc, il est important effectivement de discuter de santé sexuelle avec cette patiente et si besoin et si possible avec son partenaire, parce qu'effectivement, en santé sexuelle, en consultation de sexo, on voit le patient, mais on voit très souvent le partenaire et on peut également voir les deux pour pouvoir discuter des impacts de la chimiothérapie, du traitement, de la vie, sur la vie en général. La patiente est jeune, elle n'aura donc pas de problème. Donc ça, non, il peut y avoir des impacts à tout âge, aussi bien jeunes que plus âgés. Il existe des dispositifs dédiés aux jeunes patients permettant d'expliquer un peu de manière plus ludique, on va dire, ou plus adaptée la santé sexuelle, mais également le SECOS. Et si vous allez sur le site du SECOS, vous verrez qu'il y a des formulaires pour les jeunes patients, aussi bien hommes que femmes, pour pouvoir en discuter avec eux. Il y a également des dispositifs effectivement AJA, adolescents et jeunes adultes de 15 à 25 ans, qui existent à Caen comme à Rouen. Et donc, il y a vraiment tout un dispositif dédié pour cette tranche d'âge, avec en particulier des mallettes, par exemple, où on peut discuter à travers des images de la sexualité. Est-ce que je peux embrasser? Est-ce que je peux faire un câlin? Enfin, voilà, avec sur ce qui est possible de faire ou de ne pas faire, ou les émotions. Et aucun rapprochement physique ne sera autorisé. Bien sûr qu'on peut avoir des rapprochements physiques. Après, c'est vraiment en fonction de de comment se sent le patient. Si, par exemple, il y a des aphtes au niveau de la bouche, bien sûr, il faudra faire attention. Si le patient se sent très fatigué, très nauséeux, il y a plein de choses à prendre en compte, mais les rapprochements sont bien sûr possibles sans problème. Donc ensuite, on va passer à la dernière question. Donc, je voulais quand même parler de l'usage du préservatif, parce que parfois dans les formations, il y a des discussions autour du préservatif, et les patientes peuvent également nous poser des questions. Donc, l'usage du préservatif tout le temps de la prise en charge, quel que soit l'âge de la patiente, du fait du passage systématique de la chimiothérapie dans les fluides corporels, avec un risque accru pour la santé du partenaire. La prévention des infections sexuellement transmissibles. Alors, au cours des différents types de traitements d'un cancer, les défenses immunitaires peuvent être affaiblies. La contraception et la prévention des effets tératogènes des médicaments, et aucun moyen de contraception n'est permis. Donc, on va faire les réponses. En fait, il n'y a pas vraiment de recommandations sur l'utilisation du préservatif. Enfin, chez les jeunes patients, oui, on va utiliser le préservatif. Chez les patients qui sont en couple depuis longtemps, en fait, se pose la question effectivement de l'utilisation du préservatif, parce que chez certaines patientes, il va y avoir des traitements oraux qui vont être pris tout le temps et qui donc vont nécessiter la mise du préservatif tout le temps.
Si la patiente est ménopausée et si son couple, enfin s'il y a pas de, si c'est un couple stable, il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre. Enfin, il n'y a pas d'études qui ont montré qu'il y avait un problème s'il n'y a pas de port de préservatif. Et bien sûr, s'il n'y a pas de lésions telles que l'herpès, par exemple. C'est pareil, s'il y a une contraception efficace, c'est sûr que l'utilisation du préservatif est recommandée également pour éviter éviter qu'il y ait un problème au niveau euh, de la contraception. Mais c'est vraiment au cas par cas que vont être discutés ce préservatif. De manière empirique, on dit que 7 jours après, si c'est une chimiothérapie IV, on utilisera le préservatif 7 jours, jusqu'à 7 jours après le traitement IV, mais ça, c'est vraiment en fonction de chaque équipe, s'il n'y a pas de problème au niveau, et si vraiment il n'y a pas de souci de contraception. Ensuite, bien sûr, il faut utiliser le préservatif pour éviter les infections sexuellement transmissibles, et ça, quel que soit le type de cancer et quel que soit parce que les défenses immunitaires vont être effectivement affaiblies, mais ça, c'est un peu comme dans la population générale. Et puis, effectivement, donc la contraception et la prévention des effets tératogènes chez une patiente jeune, en sachant qu'effectivement, il n'y a aucune étude qui a montré que le passage des médicaments chez le partenaire pouvait provoquer des problèmes au niveau de la santé, sachant que les chimiothérapies vont également avoir une sécrétion au niveau salivaire, au niveau de la sueur. Donc, c'est un peu délicat de se préserver également au niveau de la salive et de la sueur. Il y a des études anciennes qui avaient montré que les socio-esthéticiennes, en fait, étaient les personnes qui pouvaient présenter dans leurs urines de la chimiothérapie. Et bien sûr, la contraception est permise et même très, très recommandée chez ces patients jeunes pour éviter d'avoir un problème ensuite. Donc, elle sera mise en fonction de la patiente, soit contraception orale, implant ou, ou préservatif. Voilà. Donc, c'était un sujet assez court, mais en fait, c'était important de parler de dire aussi qu'on peut discuter d'oncosexualité, informer sur les chimiothérapies qui peuvent avoir un impact plus ou moins sur la fertilité. Cette fertilité peut avoir un impact sur certains troubles sexuels et de discuter de cette sexualité, quel que soit l'âge. Voilà. Donc, je laisse quelques minutes, je pense, pour des questions s'il y en a. Et je vous remercie de votre écoute. Merci Marie-Laure, merci à toutes les trois pour la qualité de vos présentations. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à poser aux membres du COPIL, à les insérer dans la conversation Teams, hein. On est présent ce midi pour répondre à vos questions. On vous a également mis une petite boîte à outils qui peut être accessible sur le site internet OncoNormandie, où vous pouvez retrouver l'ensemble des référentiels qui sont proposés par l'AFSOS, ainsi que des documents qui peuvent être proposés pour les patients. Vous pouvez les retrouver du coup sur le site internet onconormandie.fr dans la rubrique cancer et sexualité féminine. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette page. On a également, enfin, on vous a remis également les contacts des trois intervenants qui ont intervenu ce midi. Si jamais vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les solliciter, hein. Elles sont disponibles, donc faut pas hésiter. Est-ce qu'il y aurait des questions? Visiblement, ça a l'air d'avoir été assez clair. Il n'y a pas forcément de questions particulières. J'attends 2 petites minutes, sinon on pourra clôturer le webinaire. Enfin, on vous remercie pour votre présentation. Donc, juste si je peux ajouter quelque chose, Lisa, parce que Oui, aucun problème. je pensais avoir des questions, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé directement. Sur le laser vaginal, donc j'ai dit que effectivement que ce n'était pas remboursé. Il faut savoir qu'à peu près les séances coûtent 300 €.
enfin en tout cas sont facturés dans les établissements privés à peu près 300 €. Donc nous, au CHU de Caen, on a la chance d'être équipés dans le service de gynécologie d'un laser vaginal qui a été financé en partie par La Roche-en-Belle, qui est donc une course solidaire contre les cancers féminins, et en partie par la fondation du CHU et de la région Normandie. Et donc, on en fait bénéficier nos patientes et les patientes qui nous sont adressées, qui ont été prises en charge dans d'autres structures et qui nous sont adressées. Donc, on fait bénéficier les patientes qui ont été traitées pour des cancers, donc qui présentent des dyspareunies. On les interroge et tout. Donc, nous, on fait que. Donc, pour la patiente, c'est pris en charge complètement dans leur ALD. Donc, il n'y a aucun dépassement pour les patientes, il n'y a aucune activité privée autour de ce laser vaginal. Et donc, on est 3 à pratiquer ce laser. Il y a le docteur Clara Houdard, le docteur Elsa Bérujon et puis moi-même au CHU de Caen. Donc, les rendez-vous sont pris par le secrétariat. Du service de gynécologie obstétrique. Et bien sûr, c'est vraiment pour les patientes traitées pour un cancer qui présentent une dyspareunie profonde. Là, dans ces cas-là, ça marche vraiment bien. Celles qui n'ont pas été traitées pour des cancers et qui ont des ménopauses difficiles et ça fait 15 ans qu'elles sont ménopausées, on n'a pas beaucoup d'efficacité. Mais la femme jeune, 45 ans, traitée pour un cancer, on a vraiment une très bonne efficacité de ce laser vaginal. Voilà, c'était juste un petit mot que je voulais dire parce que c'est vrai que des fois, on ne nous les adresse pas en disant bah non, c'est 300 € la séance et les patientes n'ont pas les moyens. Merci Raphaël. Il y a une question concernant les lubrifiants et hydratants et il souhaiterait savoir si c'est remboursé ou pas. Alors, Je sais pas c'est pas remboursé. Oui, Ce je n'est pas peux. remboursé. Il y a différents prix. Donc, c'est vrai que nous, en tant que gynéco, on en prescrit beaucoup dans notre pratique quotidienne. Les prix, des fois, sont moins chers sur Internet. Donc, il ne faut pas hésiter à dire aux patientes qu'elles regardent sur Internet. Et puis, il y a des différences entre l'efficacité entre les lubrifiants à base d'eau et les lubrifiants à base de silicone, en sachant que les lubrifiants à base de silicone, ils sèchent moins vite et ils sont souvent plus confortables, mais par contre, ils sont plus chers. Et parfois, quand il y a vraiment des problèmes de moyens, on peut aussi demander à la Ligue d'aider un peu pour les lubrifiants ou les hydratants si jamais il y a vraiment des difficultés. Et normalement, il y avait eu aussi une discussion avec Rose Magazine pour avoir quelques lubrifiants ou quelques hydratants gratuitement. Mais sinon, c'est payant. Ça marche, merci. Et il y a une dernière question concernant la cartographie des professionnels ayant les compétences d'oncosexualité. Du coup, vous pouvez retrouver sur le site internet Onco Normandie, dans l'annuaire des soins oncologiques de support, les professionnels qui ont du coup les compétences et les qualifications pour effectuer du coup ces séances sont référencés dans notre annuaire. Mais sachez qu'il y a peu de professionnels en région qui ont fait la formation complémentaire de DU en oncosexualité ou de DU de sexualité. Donc, il y a peu de professionnels, mais il y en a quelques-uns. Donc, vous pouvez retrouver l'annuaire sur le site Onco Normandie dans la rubrique oncosexualité. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à vous tous d'avoir participé au webinaire et merci aux intervenants de votre disponibilité. Et le webinaire sera accessible du coup en replay sur la page YouTube Onco Normandie pour les personnes qui n'ont pas pu voir la totalité. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bonne journée, Merci bon beaucoup. Au week-end. revoir. Bonne journée.